Handicap, combat de femmes, voilà aussi un positionnement. Nous déclinons pendant ce mois de mars des actions d'associations qui se mobilisent chacune de sa fenêtre pour apporter du changement, du mieux-être aux bénéficiaires des actions qui sont les leurs. Nous avons aujourd'hui l'association Santé Espoir de Vivre que nous avions déjà reçue mais qui revient à la faveur d'une actualité qui se tiendra le 7 mars. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, messieurs, vous proposer de commencer par cela. Je vous donne la parole, monsieur le chargé de communication, Théo Kikunti. Vous êtes de l'association Espoir de Vivre. Que se passe-t-il le 7 mars? Bonjour, Madame Lady. Je vous remercie pour l'invitation. Notre association organise ce 7 mars 2015 la grande rencontre de toutes les femmes dans le cadre de la journée de la femme. Et nous invitons surtout les femmes parce qu'elles sont concernées et dans ces combats, elles sont les premières personnes à être invitées. Parce que l'association a besoin de femmes, parce qu'en tant que mère, c'est elle qui est proche de l'enfant. Et la plupart des enfants sont pris en charge par leur maman. C'est ça le but. Vous nous rappellerez le lieu, la date tout à l'heure de cette rencontre. Je voudrais, docteur, vous donner la parole. Vous êtes Maurice Moukouna, vous êtes médecin, drépanocytologue. Okay. Exactement, j'ai failli dire drépanocytaire, pardonnez-moi. Et donc la drépanocytose, vous la connaissez bien. Sans rentrer dans des explications peut-être trop compliquées pour le grand public, voulez-vous revenir, s'il vous plaît, sur ce que c'est que la drépanocytose? Merci, madame, pour la parole. La drépanocytose, qui est connue de notre public, l'anémie SS. C'est une maladie génétique, autosomique, récessive. Voilà, 3 mots compliqués qui se suivent, mais moi je n'ai déjà plus compris. Alors, qui est liée à la synthèse d'hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. C'est-à-dire, pour entrer dans le vif des choses, c'est-à-dire dans la physiopathologie, pour que les gens comprennent comment cette maladie arrive et attrape et touche même l'individu, c'est par rencontre de des personnes qui ont dans leur sang des traits S, et quand ils se mettent ensemble, ils vont produire les enfants anémiques SS. Mais pas à 100%, pas à 50%, mais du moins quand même 25%. Ils ont cette chance-là d'avoir un enfant SS. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Sur l'hémoglobine, nous avons des chaînes. C'est les chaînes d'hémoglobine. Nous avons des acides aminés. Mais il y a le change de l'acide aminé. Dans la position 6, qui change. La glutamine qui est remplacée par la valine, c'est ça le trouble des choses. Alors, vous avez, merci docteur pour ces premières précisions, vous avez intitulé, vous avez ciblé pendant cette rencontre du 7 mars, non pas seulement la drépanocytose, mais toute maladie invalidante, tout handicap qui concerne les femmes. Pourquoi ce positionnement? Ce positionnement est dû au fait que nous avons beaucoup de travaux à faire d'une façon générale et que, deuxièmement, comme je vous l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on puisse sensibiliser la femme parce qu'elle est la première actrice qui est concernée par l'handicap. Que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau de la société, la femme est appelée à se prendre en charge et surtout à l'accompagner aussi par la formation et par l'information. Je vous redonne la parole sur le handicap en général, docteur de votre état. En effet, les femmes, qu'elles aillent bien ou qu'elles aillent mal, il faut qu'elles portent la famille, qu'elles jouent leur rôle. Comment est-ce que le handicap peut-il, à votre avis de médecin, être pris en compte pour que socialement la vie puisse continuer malgré tout? Ah oui, vous savez, si nous parlons plus, c'est pour les Africains, mais pour le monde entier, mais plus particulièrement pour les Africains. Vous savez, quand vous avez un handicap en Afrique, vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté. Mais nous voulons revaloriser. Même si tu vis avec votre handicap, tu es nécessaire pour la vie. Et aujourd'hui, la femme est au centre de cela. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et la femme, nous les sensibilisons. Que la femme se mette debout. Que la femme se valorise ses valeurs. Voilà un peu. Vous devez avoir un handicap, mais vous êtes très important pour la société. Et nous voulons que les Africains comprennent. C'est à tous que vivre avec un handicap, ce n'est pas une personne à rejeter. Et non, c'est comme ça, l'espoir de vivre est là pour aider ces femmes. Pour lui dire non, mettez-vous debout. Nous devons être tous ensemble,
comme une seule personne pour aller de devant. Alors, ce que l'on constate, et peut-être vous avez dû le vivre aussi de par ce que vous rapportent les patients, souvent quand il y a une situation de santé, une pathologie lourde, malheureusement, des fois, les hommes se sauvent. Les mamans, souvent, vont se retrouver seules à gérer la santé des enfants. Ou alors, la maman, la femme malade, des fois, se retrouve délaissée parce que son mari considère qu'elle est diminuée ou que c'est trop compliqué à gérer. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et cette fois-ci, je ne parle pas au médecin, mais à l'homme que vous êtes. Merci, madame. Vous avez raison. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. C'est tout à fait normal. La femme restera toujours mère. Qu'est-ce qui est tout à fait normal? Que personne ne se méprenne sur vos propos. Non, écoute, est-il normal que les hommes se sauvent? Non, non, je ne dis pas que les hommes vont se sauver. Oui. Effectivement, nous restons aussi. Mais c'est la femme qui porte la charge. C'est la femme qui reste toujours maman. Vous voyez, la femme est toujours là, il a un cœur. Quand on vous dit qu'il faut avoir le cœur d'une femme, c'est très profond. La femme est toujours là debout. Que ce soit la nuit. Vous savez, quand les enfants ici de répondeurs posent un problème, à 1 heure, 3 heures, 4 heures, c'est la maman qui est debout. Où sont les papas? Ah oui, c'est ça. C'est votre place. Démissionnaire. Vous l'avez donc constaté, ce que nous évoquons? Pas nécessairement démissionnaire, comme l'ami dit. Alors, sans être stigmatisant, on ne peut pas ne pas en parler comme si c'était un phénomène qui n'existait pas, même si on relève et on salue cela, on salue l'engagement de ceux des hommes qui continuent à faire ce qu'ils devraient faire. Mais cependant, quel est votre commentaire sur le fait qu'il y ait des hommes, justement, qui se diluent dans la nature parce qu'il y a une situation de santé beaucoup trop lourde à la maison? Mais lorsqu'il s'agit d'un amour profit, par exemple, pour certains intérêts X, et quand ces intérêts sont maintenant limités, l'homme s'échappe. Parce qu'un homme responsable qui a aimé une femme pour une finalité, pour la vie, pour le pire et le meilleur, doit assumer. Quand même, la femme est malade ou les enfants sont malades. Mais ceux qui démissionnent, vous comprenez que derrière la tête, il y avait un autre profit dans cette relation ou dans ce mariage qui a eu lieu. Un homme responsable ne peut pas abandonner sa femme ni ses enfants à cause d'un handicap ou à cause d'une situation. Ce sont des démissionnaires. Qu'avez-vous envie de répondre à ceux qui vous diront, mais comment faire? Elle ne peut plus, je ne sais pas, faire la cuisine, elle ne peut plus gérer l'intérieur, je ne peux pas m'occuper de moi tout seul, je suis manchot de mes 2 bras. Quel message avez-vous envie de faire passer à l'attention de tous ceux qui nous regardent et qui peut-être seraient tentés eux aussi de se sauver quand la situation est compliquée? Mais qui se réfère à tous les hommes qui aident leurs femmes lorsqu'elles sont en grossesse. Qu'est-ce que fait un père lorsque sa femme est enceinte? Dans le milieu comme celui-ci en Europe, qu'est-ce qu'un père doit faire? Il doit continuer à faire les tâches de la maison, du ménage, il doit s'occuper des enfants, s'occuper aussi de la femme qui est enceinte. Donc on doit prendre cette étape des maladies comme étant une situation normale et continuer à gérer cela. Parce qu'un homme qui, par exemple, abandonne une femme à cause d'un handicap, il pouvait aussi l'abandonner. Et on a vu le cas des hommes qui fuient des femmes à cause d'une grossesse. Et quelques temps après, ils se prévalent que c'est moi qui suis le père. Donc moi, je pense que nous sommes appelés, en tant qu'humains, nous sommes appelés à continuer à supporter les faiblesses des uns et des autres. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous devons continuer à supporter les faiblesses des uns et des autres. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, qui prient, la Bible les recommande aussi de supporter les faibles. Je crois que les hommes, nous devons porter aussi la charge de la femme lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'agir. Alors, handicap, combat de femme, en effet, non pas seulement parce que la femme elle-même porte un handicap sur son corps, mais quand il y a une situation qui handicape la cellule familiale, elle va devoir en tout cas avoir le dos large. Mais revenons-en à la question de santé. Quand il y a ces souffrances, quand il y a ce handicap de naissance ou par accident de la vie, quand la santé de la femme est atteinte, n'est-ce pas une violence faite aux femmes que de la confiner? Vous avez parlé du rejet tout à l'heure. D'aucuns, sous d'autres cieux, des fois, on cache les personnes invalidées par leur situation de santé. On les exclut un peu du cercle social. Ce sont des violences, des doubles violences faites aux femmes, des violences qui se superposent à d'autres violences parfois. Oui, de la manière où vous le parlez, vous les donner ces mots de violence, c'est tout à fait normal. S'il y en a ici, parce que l'association est là, c'est pour cette élite-là, pour valoriser la femme, valoriser un peu cette femme-là qui a toujours subi des injustices. Nous voulons que la femme soit valorisée dans ce sens-là. Et des sujets ici doivent être battus
être vraiment débattu et partagé de tout le monde. Alors, tout le monde, qui attendez-vous ce jour-là, le 7 mars? Nous attendons en général les femmes et les hommes. Nous attendons des jeunes également. Nous attendons tous les hauts cadres, les décideurs, les membres des associations qui sont invités ce jour-là à écouter les messages de la femme. On va rappeler le lieu de cette rencontre. C'est à l'Assemblée nationale ici à Paris. Pour ceux qui vont prendre le métro, c'est le métro ligne 12 à l'Assemblée nationale qui vont sortir par là. Et nous aurons notre réunion à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Ouvert à tous, accès gratuit? À tous, mais il faut s'inscrire avant. Parce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont prévues à ces lieux-là avant d'accéder. Où doit-on s'inscrire? S'inscrire, vous pouvez appeler par mon numéro de téléphone par exemple. Alors, 0 combien? Le 06 58 82 55 71. Ou appelez encore par le numéro de la présidente. Un seul numéro de téléphone, ce sera bien assez pour ne pas se tromper, vous le rappellerez tout à l'heure. Okay. J'ai dû vous interrompre, docteur, pardonnez-moi. Donc sur la situation du handicap, voilà donc que le 7 mars ne seront pas seulement mobilisées les personnes autour de la question de la drépanocytose, mais les autres handicaps. Madame Angelina Tezanou, que nous avions reçue, a été conviée à participer à cela. Elle est non-voyante. Voilà aussi une situation de handicap que finalement personne n'ose regarder en face, si je peux m'exprimer ainsi. Ah oui, c'est une station que l'association est là pour aider ces femmes-là, aider tous ceux qui vivent avec les handicaps. Mais aider comment? C'est peut-être la question que se posent nos téléspectateurs. Oui, aider, en fait, nous, d'abord, la première chose, nous procédons par la formation et la sensibilisation parce que nous supposons qu'une femme qui est consciente, c'est une femme heureuse. Deuxièmement, nous faisons appel aux dons, aux legs, pour apporter une assistance à toutes ces personnes, que ce soit des personnes atteintes de la drépanocytose, que ce soit des personnes qui ont tout autre handicap, et nous avons intérêt à les aider. C'est pourquoi nous programmons en principe, après nos assises notre assise du 7, prévoir les déplacements vers l'Afrique, où nous sommes en train de constituer un premier bureau en Côte d'Ivoire. Nous serons également en Guinée équatoriale, au Burkina Faso, et également au Congo RDC, parce que nous avons essayé de disséminer à travers le monde la plupart de nos parrains, de nos ambassadrices et ambassadeurs qui sont en train de fonctionner pour essayer un peu de sensibiliser également l'opinion par rapport à cette lutte contre la drépano et d'autres handicaps aussi. Alors docteur, est-ce que vous pensez que ce sont les femmes qu'il faut avant tout informer? Parce que les femmes, en général, elles connaissent leur situation, elles la vivent. Ne faut-il pas plutôt concentrer cette information en direction des personnes qui, parfois, sont négligentes en l'endroit de celles des femmes qui sont porteuses de handicap? Je parle là des hommes. L'information doit être... ça doit concerner tout le monde. Tout le monde, mais si nous parlons aujourd'hui particulièrement pour les femmes, c'est la journée du 8 mars, c'est dédié aux femmes. Et c'est pour cela un peu le terme est à ce sujet-là. Mais normalement, l'information, c'est pour tout le monde. Parce que vous savez que cette maladie, que je parle, de la drépanocytose, oui, qui est une maladie orpheline, méconnue des gens. Et il y a les gens qui vous disent que peut-être je suis de groupe A, je suis de groupe B, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils portent en lui, l'électrophorèse qu'il emporte. C'est déjà un problème. Même les hauts scientifiques qui ne connaissent pas leur électrophorèse d'hémoglobine, qui vous disent non, moi je suis de groupe A par exemple, ils confondent toutes ces histoires. Mais la sensibilisation et mobilisation des gens autour de cette maladie, c'est très important, très capital. C'est comme ça, nous disons à l'association L'Espoir des Vies, allons-y, allez partout et parler de cette maladie. Ce n'est pas seulement l'Espoir des Vies, mais il y a d'autres associations qui sont déjà engagées pour la lutte contre la drépanocytose. Et nous voulons parler de cette maladie pour que les gens comprennent, prennent la conscience de cette maladie. C'est une maladie qui n'est pas vraiment financée dans ce monde. Et aujourd'hui, nous avons la journée de la lutte contre la drépanocytose, mais l'OMS ne met pas les paquets là-dedans. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, vous ne l'avez pas encore dit, mais j'ai cru l'entendre, c'est une maladie qui touche une catégorie de la population et l'Organisation mondiale de la santé ne se penche pas autant qu'elle le pourrait sur la recherche? Mais tout à fait, la recherche est là, mais nous ne sentons pas, comme dans d'autres luttes, comme la lutte contre la VIH, qui est financée à un moment extraordinaire. Mais la drépanocytose est délaissée de soi. Vous voyez, il n'y a que les associations comme ça qui viennent
pour parler, pour sensibiliser. Mais sans moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, parlons des moyens et des partenariats, surtout. Avec qui travaillez-vous? Vous faites votre conférence à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc connu et reconnu des institutions. Comment procédez-vous? D'abord, nous avons procédé à être en ordre avec les institutions françaises, notamment à partir de la mairie et puis également la préfecture. Et nous avons également organisé la plupart des contacts avec les autorités qui ont accepté de parrainer également l'association. Parrainer, c'est-à-dire pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan moral aussi, sur le plan relationnel aussi. Et de temps en temps, nous procédons aux cotisations de membres de l'association et aussi nous comptons sur l'aide, sur les dons des églises aussi qui nous financent, par exemple l'église Midège de l'apôtre Madou Abraham, qui contribue énormément pour l'association depuis plus de 3 mois. Il apporte toujours le soutien à tout moment pour les organisations des activités que nous avons. Et aussi nous organisons des activités, par exemple les dîners galas, pour avoir des moyens pour aller au secours des enfants qui sont atteints de cette maladie-là. Donc alors, nous faisons appel à tous les dons possibles, même à travers Télésud. Les téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous regardent, qui sont concernés par la situation du handicap, concrètement, quelles sont les étapes, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier des actions qui sont les vôtres? Pour bénéficier d'abord de nos actions, il faut d'abord prendre contact avec nous. Et nous disposons une liste de médecins spécialistes qui apportent les conseils nécessaires pour le soutien et l'accompagnement de tous les malades qui sont dans leurs foyers respectifs, dans leur famille, parce que nous n'avons pas de structures d'accueil pour prendre en charge, mais nous avons des médecins qui accompagnent. Et deuxièmement, nous assistons également les parents qui ont des enfants, par exemple des cas de la drépano, à qui nous donnons aussi certains moyens financiers, s'ils n'en ont pas, par exemple pour le transport, pour certains soins, pour le manger également, parce qu'il y a aussi un régime particulier pour ces enfants-là. Nous avons toujours au secours de ceux-là. C'est pourquoi on a toujours besoin du soutien de tout le monde. Alors docteur, ce qu'il faut relever, c'est qu'on peut malheureusement à la fois être drépanocytaire, mais porteur d'un handicap moteur ou physique. Nous parlions tout à l'heure de cumul de facteurs de discrimination, de facteurs qui viennent en tout cas compliquer l'existence de tout un chacun. Vous, en tant que médecin, quel appel voulez-vous lancer? De quoi a besoin un patient souffrant d'un handicap, porteur d'un handicap? Les soins médicaux, on ne revient pas dessus parce que fort heureusement, pour ceux qui vivent en France, la société pourvoit pour cela, mais il n'y a pas que ce besoin-là. Que peut-on apporter d'autre à quelqu'un en situation de handicap, une femme notamment? Oui, madame, une femme, comme vous m'avez posé la question pour les drépanocytaires, c'est parce que je suis là pour eux, mais ils peuvent avoir aussi d'autres handicaps. Il peut être atteint d'autres handicaps, c'est tout à fait normal. Mais si nous parlons, c'est plus que ces enfants, ils ont besoin, les gens qui vivent avec handicap, ils ont besoin d'un concours de tout le monde. C'est comme ça nous avons introduit dans la prise en charge l'éducation thérapeutique. Que tout le monde qui concourt ces malades, qui concourt celui qui vit avec l'handicap, qui savent qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il les montre l'amour profond, que la personne se sente vraiment aimée dans la famille. Et c'est très important l'éducation thérapeutique que nous faisons aujourd'hui, qui apporte aujourd'hui le bénéfice et le fruit dans la prise en charge de n'importe quelle personne qui a une maladie incurable, une maladie génétique, un handicap. C'est très important que ceux qui entourent les malades apportent vraiment l'amour profond. Quels seront les intervenants présents lors de cette rencontre du 7 mars? Bon, il est prévu, le docteur, en principe, qui devait intervenir ce jour-là. Et puis, également, il est prévu un autre intervenant qui devra se signaler avant la fin de la semaine. Et également, la présidente de l'association aussi aura un mot. Et vous êtes également conviés. Nous sommes conviés. Alors, on va... Oui, allez-y, je vous prie. Il y a professeur Giron, oui. Qui, parmi les pionniers pour la lutte contre la drépanocytose, qui va intervenir, qui va parler, ce sera un intervenant principal. Alors, en marge de la Journée internationale de la femme, voilà le communiqué que vous nous avez envoyé. C'est donc le samedi 7 mars 2015, de 14h à 17h à l'Assemblée nationale. Le professeur Robert Giraud témoigne du combat de la femme pour valoriser le handicap
même celui de la drépanocytose, qui est un exemple de combat de femmes contre le handicap. Alors, combat de la femme pour valoriser le handicap. On a toujours l'impression que parfois on demande beaucoup trop aux femmes. Ça n'est pas tout que d'avoir une pathologie, d'être porteuse de handicap, mais il faut combattre. Monsieur le docteur disait tout à l'heure, il faut rester debout. Même si on est en fauteuil, il faut être debout, même si on est non-voyant, il faut être debout, même si on est à genoux. Est-ce que la société ne demande pas trop aux femmes? N'y a-t-il pas plutôt une incitation à mettre en place du côté des personnes, entre guillemets, valides, celles qui ne souffrent pas, qui ne sont pas porteuses de toutes ces difficultés qui ont été énoncées jusqu'à présent? Je me dis d'abord en particulier, la société africaine demande beaucoup à la femme. Beaucoup trop. Beaucoup trop, Oui. par rapport à la société occidentale. Et pourquoi? Cela est lié à notre tradition. Ces traditions ne peuvent-elles pas être modifiées? Si, moi je crois qu'il faudra penser à des réformes aussi sur le plan social. Il faudra des réformes assez profondes, mais le problème c'est aussi la question du politique. Ma joie serait de voir le nombre de femmes devenir chefs d'État et chefs de gouvernement en Afrique. Non mais en attendant ce beau jour où elles seront nombreuses à être chefs d'État, en attendant, ne peut-on pas améliorer leur sort? Si on peut améliorer ces sorts, mais le problème c'est de dire que la femme est sous-estimée. Même ceux qui sont au niveau gouvernemental sont généralement marginalisés. Je ne pense pas que la voix de la femme ministre est toujours écoutée dans certains gouvernements. On va laisser les choses au placé déjà à l'échelle domestique. Est-ce que, messieurs, vous acceptez l'autorité des femmes? Moi, je l'accepte. C'est une conversation de plateau télé ou Ouais, mais dans la vie vraie? je l'accepte. Je l'accepte de la vie vraie. Je l'accepte, le nom de la femme comme le oui de la femme, mais pourvu que ce nom soit aussi doux. Pourquoi faut-il qu'il soit doux alors que les femmes avalent les noms de ces messieurs qui ne sont pas doux? Mais généralement, vous savez, nous avons ce que nous qualifions de virilité dans l'homme, et que même de nature, l'homme est toujours censé être supérieur. Mais je pense qu'en ce qui concerne les dialogues entre femmes et hommes... Supérieur à quoi? À qui? Et comment et pourquoi? Par rapport, en tant qu'aîné. En tant que? En tant qu'aîné, bibliquement parlant aussi, en tant qu'aîné. Donc vous avez un jeune homme de 32 ans, il y a une dame d'une cinquantaine d'années bien tassée. Il faudrait donc qu'elle se plie aux considérations de ce monsieur? Non, mais je pense qu'il n'y a pas question de se plier. Il y a lieu de se compléter. Je voulais juste, sans faire de polémique, recentrer la question sur le handicap, comment il est vécu, les inégalités, surtout les inégalités de traitement à l'endroit des femmes et les inégalités aussi des chances, comme elles sont indiquées par les pouvoirs publics, entre les femmes et les hommes. Ne faut-il pas, au nom de la santé, au nom du respect de l'intégrité physique de tous les êtres humains, pouvoir reconsidérer ces choses-là? Quel message voulez-vous adresser à vos compatriotes de la diaspora africaine, docteur? Merci, madame, pour cette question. Le mot que je peux lancer, c'est de se mobiliser autour de tous ceux qui vivent avec handicap. Les valoriser et venir en aide avec tout ce que nous avons pour ces gens. Mais si je parle plus de la drépanocytose, parce que je connais cette maladie et j'ai vécu avec ces gens, et je connais comment ils souffrent. Et c'est terrible en Afrique. En France, il y a encore une bonne prise en charge de ces enfants. Mais en Afrique, il y a encore un problème. Nous avons un problème des plateaux techniques que nous n'avons pas. Pour une crise, madame, vous pouvez rembourser $250. Et cet enfant, quand il va tomber malade, il ne vous dit pas que je tombe malade. Vous pouvez être là, vous rigolez. Il vous dit, maman, non, c'est la tête qui commence. Et ça devient pire. Voilà. Si je parle plus de la drépanocytose, je me suis investi dans cette maladie pour faire sentir ma voix, pour dire venez en aide à ces gens. Et aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle la prise en charge de la change transfusionnelle. Qu'en Afrique, c'est tout un problème. La sécurité transfusionnelle, la manière est prise en France, ce n'est pas de la même façon dans nos pays. Mais cet échange scientifique, échange des cerveaux entre Nord et l'Afrique est très important. C'est là où j'ai dit, l'association ne sera pas là-bas pour que distribuer à manger ou les médicaments, tout ça. Mais pensez à la formation continue des personnels médicaux, des paramédicaux. C'est très important
pour la prise en charge de ces enfants. Mais inciter aussi les décideurs à participer. Et les décideurs de notre pays, alors, madame, ils doivent avoir un œil averti. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui des produits que nous ne pouvons pas acheter. Même l'association ne peut pas commander la morphine. C'est l'État à l'État. Mais un produit qui répond quand même dans le cas de la crise vaso-occlusive. Mais chez nous, c'est tout un peu pour trouver ce produit, madame. Je vais vous laisser rappeler la date pour venir à cette rencontre. Le temps qui nous est imparti est échu. Rendez-vous donc le 7 mars où vous pourrez retrouver le docteur Moukouna ici présent et continuer cette discussion. On rappelle le lieu et la date à l'Assemblée nationale le 7 mars. À quelle heure? De 14h à 17h. Avec des indications métro Assemblée nationale ligne 12 ou métro invalide ligne 8 et 13. Vous pourrez donc assister à cette conférence sur la drépanocytose, un exemple de combat de femmes contre le handicap, et tous les handicaps seront abordés par les personnes qui seront présentes. Je voudrais vous remercier d'avoir levé le rideau sur cette rencontre et très bonne continuation dans ce que vous faites. À demain.